et j'interviens aujourd'hui pour vous faire une petite présentation qui porte sur le risque d'interaction médicamenteuse qui est associé à l'hormonothérapie. Donc l'objet de cette présentation, c'est de diffuser un certain nombre de messages clés et j'espère que cela répondra à un certain nombre de vos questions. Pour commencer, un petit rappel sur les différentes molécules d'hormonothérapie qui sont actuellement disponibles dans le cancer du sein en situation adjuvante. Donc, comme précédemment indiqué, nous allons y retrouver le tamoxifène qui fait partie des anti-œstrogènes, le létrozole, l'anastrozole ou encore l'exemestane qui sont des molécules qui appartiennent aux inhibiteurs de l'aromatase, ainsi que la goséréline, le proréline ou encore triptoréline, qui elles sont des molécules qui appartiennent aux agonistes de la LHRH. Donc je vais pas détailler tout ça, ça a déjà été évoqué par Dr Franck. Donc qu'est-ce qu'une interaction médicamenteuse ? Donc nous allons parler d'interaction médicamenteuse lorsque l'efficacité ou la toxicité d'un médicament va être modifiée en présence d'un autre produit. Donc, on va pouvoir parler d'interaction médicamenteuse entre deux médicaments. Donc, on peut prendre l'exemple d'un médicament A qui serait l'hormonothérapie, ainsi qu'un autre médicament B. Voilà, quelle que soit la forme de ce médicament B, donc qu'il s'agisse de comprimés, de pommades, de collyres, d'injections, voilà, tout ça est susceptible de conduire à une interaction médicamenteuse. Alors, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ce risque d'interaction médicamenteuse sera systématiquement étudié dans le cadre des essais cliniques qui conduisent à la commercialisation de ces médicaments. Donc finalement, ce risque d'interaction médicamenteuse, il est beaucoup plus facile à estimer dans le cadre d'une recherche d'interaction entre deux médicaments. Il existe également un risque d'interaction médicamenteuse entre un médicament et une thérapie complémentaire. Donc, parmi les thérapies complémentaires, on va pouvoir citer les produits de phytothérapie, donc les produits à base de plantes que l'on peut retrouver sous forme de tisane, de gélules, teinture mère, etc. La gémothérapie avec tout ce qui est bourgeons et jeunes pousses de plantes. Parmi ces thérapies complémentaires, on va également retrouver tout ce qui est compléments alimentaires, donc à différencier des compléments nutritionnels oraux qui, eux, vont être prescrits par un médecin chez des patients qui peuvent être dénutris. On va également retrouver l'aromathérapie avec tout ce qui est huiles essentielles, l'apithérapie, l'homéopathie. On peut également citer les produits dérivés du cannabis, etc. Voilà, donc la liste de thérapies complémentaires, elle n'est pas exhaustive et elle est très longue. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ces thérapies complémentaires ne sont pas soumises à une obligation d'essai clinique. Et donc, alors que pour un médicament, ce risque d'interaction médicamenteux, il est systématiquement étudié, ça ne sera donc pas le cas avec tout ce qui est thérapie complémentaire. Et donc, finalement, l'évaluation de ce risque d'interaction, il est beaucoup plus complexe voilà, à évaluer dans le cas d'une association avec une thérapie complémentaire. Donc, peu de données disponibles. Et donc, voilà, par mesure de précaution, il convient d'être prudent lorsque l'on est sous hormonothérapie et qu'on est amené à prendre des thérapies complémentaires. Pour finir, dernier risque d'interaction, ça va être celui d'une interaction avec l'alimentation. Et donc, quand on parle d'interaction avec l'alimentation, on parle d'une consommation excessive d'un produit et donc au-delà de l'usage culinaire habituel. Donc ça, c'est une notion qui est importante à avoir en tête. C'est vraiment cette notion de consommation au-delà de l'usage culinaire habituel. Voilà, donc maintenant que vous savez tous qu'il y a une interaction médicamenteuse, il en existe de deux types. On fera le distinguo entre une interaction médicamenteuse d'ordre pharmacocinétique et une interaction médicamenteuse d'ordre pharmacodynamique. Alors, qu'est-ce qu'une interaction d'ordre pharmacocinétique ? Alors, pour commencer, la pharmacocinétique, c'est l'étude du devenir d'un médicament dans l'organisme ou l'influence de l'organisme sur ce médicament. Et donc, ce devenir du médicament va passer par 4 étapes. L'absorption du médicament, donc c'est-à-dire le passage dans le sang, la distribution dans l'organisme,
le métabolisme qui correspond à la dégradation du médicament dans l'organisme, puis l'excrétion de ce médicament, donc c'est-à-dire l'élimination du médicament de l'organisme. Et donc finalement, on va parler d'interaction d'ordre pharmacocinétique lorsqu'une substance, donc quelle que soit cette substance, hein, qu'il s'agisse d'un médicament, d'une thérapie complémentaire ou alors d'un produit de l'alimentation, va pouvoir affecter l'une de ces 4 étapes après la prise d'une hormonothérapie. Et donc, on parlera d'interaction d'ordre pharmacocinétique lorsqu'on va observer une réduction ou alors une augmentation des concentrations de l'hormonothérapie dans l'organisme. Donc, on va avoir une fluctuation de la concentration du médicament dans le sang. Donc, on peut donner notamment l'exemple de substances qui vont agir sur certaines protéines, donc les cytochromes P450, qui vont affecter l'étape de métabolisme de certaines molécules dont font partie l'hormonothérapie, enfin, les molécules d'hormonothérapie. Donc, je vous ai parlé également d'interaction d'ordre pharmacodynamique. Donc là, le mécanisme va être tout autre. Donc la pharmacodynamie, c'est ce qui va étudier l'action exercée par un médicament sur l'organisme humain. Et donc, on va y retrouver notamment les effets thérapeutiques ainsi que les effets secondaires du médicament. Et donc, dans ce cas précis, on pourra parler d'interaction d'ordre pharmacodynamique lorsqu'un médicament, comme par exemple l'hormonothérapie, s'il est associé à un autre médicament, thérapie complémentaire ou produit de l'alimentation, vont être susceptibles de présenter un même effet secondaire. Et donc, dans ce cas-là, on va pouvoir observer une additivité de l'effet secondaire et donc finalement une majoration de la toxicité. Autre exemple d'interaction d'ordre pharmacodynamique, ça va être l'exemple d'un médicament qui serait associé à un autre médicament, thérapie complémentaire ou alimentation, qui agirait de façon contraire, ou bien lorsque l'un des produits empêche l'action de l'autre. Et donc, dans ces cas-là, on pourrait alors observer un blocage de l'effet thérapeutique de l'hormonothérapie, par exemple, et donc finalement une perte d'efficacité. Et donc, voilà, ce qui va différencier du coup cette interaction d'ordre pharmacodynamique, c'est qu'elle elle ne sera pas associée à des fluctuations de la concentration de l'hormonothérapie dans le sang, contrairement à ce qu'on va observer dans le cadre d'une interaction d'ordre pharmacocinétique. Bon, voilà, l'idée, c'est pas que voilà, forcément vous reteniez les différents types d'interactions, mais voilà, je trouvais ça important quand même que vous compreniez un petit peu les différents mécanismes d'interaction possibles, voilà, et qui sont possibles à la fois avec d'autres médicaments, des thérapies complémentaires ou alors l'alimentation. Donc maintenant que les interactions médicamenteuses n'ont plus de secret pour vous, on va passer à des cas pratiques. Donc tout d'abord, un petit focus sur le soja et notamment tout ce qui est phytoœstrogènes, qui sont des choses que l'on va pouvoir retrouver dans l'alimentation ou bien dans les compléments alimentaires. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans la littérature? Eh bien, dans la littérature, donc, il est indiqué qu'une supplémentation de type compléments alimentaires en phytoœstrogènes sera contre-indiquée chez les patientes atteintes d'un cancer hormonodépendant. Donc, ceci s'explique par le fait que les plantes œstrogènes-like mimeraient l'action des œstrogènes. Et donc, effectivement, c'est quelque chose qui est à éviter dans le cas d'un cancer hormonodépendant. Donc là, je parle bien de compléments alimentaires contenant des phytoœstrogènes. Pour ce qui est de la consommation de soja, c'est quelque chose qui reste possible. Alors, je parle bien d'une consommation avec modération, donc c'est-à-dire pas de prise régulière. Voilà. Mais la consommation de soja ponctuellement ne pose pas de problème, même en cas de cancer hormonodépendant. Donc le soja, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Il faut également avoir en tête qu'on peut retrouver des phytoœstrogènes dans différentes plantes. On peut citer notamment l'avoine, la sauge, le fenouil, etc. Donc vraiment l'idée de cette diapo, c'est le soja, pourquoi pas dans l'alimentation, si consommation avec modération. Par contre, à éviter sous forme de compléments alimentaires.
Autre petit focus, ça va être sur le cannabis. Donc le cannabis, c'est une plante qui va contenir différentes substances chimiques appelées cannabinoïdes. Et parmi ces substances, nous allons retrouver le CBD, qui correspond au cannabidiol, ainsi que le THC, qui correspond au tétrahydrocannabidol. Et donc THC qui est responsable des effets psychotropes. Et donc, parmi les substances qui sont contenues dans le cannabis, certaines vont être susceptibles d'interagir avec une protéine qu'on appelle le cytochrome 3 à 4, et donc finalement d'affecter le métabolisme de certaines molécules dont font partie les molécules d'hormonothérapie. Donc l'ANSM a émis un certain nombre de recommandations au sujet du cannabis médical, voilà, suite à l'observation de risques d'interaction entre certaines substances contenues dans le cannabis et différentes molécules d'hormonothérapie. Donc, ce qu'on observe au vu de ces recommandations, c'est que finalement, le THC qui est contenu dans le cannabis, a priori, n'est pas susceptible d'interagir avec les différents médicaments dont notamment font partie les hormonothérapies. Par contre, ça va être tout autre avec le CBD, le cannabidiol, qui lui est susceptible d'interagir avec le tamoxifène en induisant une légère diminution des concentrations du tamoxifène dans le sang. Voilà. Et donc, ce qui est indiqué par la NSM, c'est qu'une association reste possible avec plus ou moins une surveillance de part des dosages plasmatiques du tamoxifène. Pour ce qui est des anti-aromatases, type anastrozole, exemestane, là encore, le CBD est susceptible d'interagir avec ces molécules et de diminuer l'effet thérapeutique de ces molécules. Donc là, la NSM recommande voilà, de laisser le choix à l'oncologue de pouvoir associer du cannabis médical avec ces différentes hormonothérapies en fonction de l'objectif thérapeutique attendu. Et donc pour finir, également risque d'interaction entre le CBD et le létrozole, conduisant à une augmentation des concentrations du létrozole. Et donc là encore, l'association reste a priori possible d'après la NSM, avec plus ou moins surveillance des effets secondaires et plus ou moins dosage si nécessaire. Donc j'insiste sur le fait que ces recommandations concernent le cannabis médical. Donc le cannabis médical, la production de celui-ci est totalement contrôlée et donc la teneur en CBD et en THC sera totalement déterminée. Donc c'est à différencier des huiles de CBD de réalisation artisanale ainsi que tous les autres produits à base de CBD que l'on peut retrouver sur Internet ou ailleurs, dont la composition ne sera pas clairement établie. Et donc là, finalement, le risque sera de ne pas savoir avec certitude quelles sont les teneurs en THC et CBD de ces différents produits. Et voilà. Et donc finalement, il sera très difficile d'évaluer le risque d'interaction médicamenteuse entre les hormonothérapies et ces différents produits à base, dérivés du cannabis. Voilà. Et donc l'Académie de médecine précisait en 2022 que le risque d'interaction médicamenteuse était notamment à prendre en compte au-delà de 50 mg par jour de CBD, donc cannabidiol. Autre focus, donc ça va être sur les différents produits de phytothérapie ou alors compléments alimentaires qui potentiellement vont pouvoir interagir avec le métabolisme des différentes hormonothérapies. Donc là, je vous présente un petit tableau qui récapitule un petit peu les principales phytothérapies ou compléments alimentaires pour lesquels il pourrait y avoir un risque d'interaction avec les différentes molécules d'hormonothérapie. Donc c'est sur la base des données de la SFPO, la Société française de pharmacie oncologique. Donc si on s'intéresse aux éléments les plus fréquemment retrouvés, donc il pourrait exister un risque d'interaction médicamenteuse entre le tamoxifène, exemestane et le létrozole lorsqu'associé à la prise de jus de pamplemousse ou alors prise de jus d'orange amer. Donc tout ça s'explique par une action du jus de pamplemousse et des oranges amères au niveau du cytochrome 3 à 4 et une inhibition de cette protéine. A priori, donc il pourrait également y avoir un risque d'interaction médicamenteuse avec ces différentes hormonothérapies et le millepertuis. Donc le millepertuis, c'est une plante qui s'appelle également herbe de la Saint-Jean et qui, en induisant la protéine du cytochrome 3 à 4, pourrait accélérer l'élimination des hormonothérapies et finalement les rendre moins efficaces.
Pour finir également, donc petite interaction médicamenteuse potentielle avec le tamoxifène et le curcuma, de par les propriétés du curcuma inhibitrice vis-à-vis du cytochrome P450 2D6. Bon voilà, tout ça n'est pas exhaustif, mais voici quelques exemples de produits de phyto ou de compléments alimentaires susceptibles d'interagir avec les différentes molécules d'hormonaux. Petit focus sur deux produits qui sont assez fréquemment utilisés par les patientes. Donc, on a le desmodium. Donc, pour ce qui est du desmodium, en 2007, l'Agence du médicament préconisait d'éviter sa consommation sous forme de compléments alimentaires, de par des effets insuffisamment connus, aussi bien bénéfiques que délétères. Pour ce qui est de la spiruline, l'ANSES déconseillait sa consommation sous forme de compléments alimentaires. Voilà, parce qu'il s'agit finalement d'une algue pour laquelle il peut y avoir une accumulation de métaux lourds tels que le mercure, le plomb, ainsi que différents pesticides. Et donc voilà, l'ANSES rappelait qu'il était très important de s'assurer de l'origine et de la qualité des produits que l'on utilisait. Pour ce qui est de l'Académie de médecine, eh bien, donc, les recommandations de celle-ci seraient plutôt d'éviter les compléments alimentaires, voilà, qui pourraient être consommés en l'absence d'insuffisance réelle d'apport journalier. Voilà. Et donc l'Académie de médecine rappelait que les produits à base de plantes, et notamment ceux vendus sur Internet, pouvaient contenir des métaux lourds, microbes, pesticides, etc. Et donc là encore, je pense qu'il est important de rappeler que tout ça euh, nécessite de prendre en compte la fréquence de consommation ainsi que la dose. La problématique, c'est vraiment celle d'une supplémentation qui dépasse l'usage culinaire habituel. La consommation dans le cadre de l'alimentation, une consommation avec parcimonie et à une dose modérée, voilà, serait beaucoup moins associée à un risque d'interaction médicamenteuse. Voilà, donc c'est sous forme de compléments alimentaires, c'est là où ça devient problématique. Voilà, maintenant je vais vous parler de ce qui est décrit au niveau des notices des principales hormonothérapies, donc au niveau de ce qu'on appelle les monographies de ces différentes molécules. Donc pour ce qui est du tamoxifène, donc il existe un risque d'interaction médicamenteuse donc qui va être décrit avec certains anticoagulants ainsi que certaines molécules de chimiothérapie cytotoxique. Voilà, donc associé aux anticoagulants, donc il pourrait exister une augmentation du risque thrombotique et hémorragique. Et lorsque ces molécules, cette molécule de tamoxifène est associée à des chimiothérapies cytotoxiques, il pourrait y avoir une augmentation du risque thromboembolique. Au niveau de la notice du tamoxifène, donc, il est notamment précisé que la molécule est métabolisée donc, par différentes enzymes, 2D6, enfin cytochrome P450, 2D6 et 3 à 4, qui conduisent à la production de l'endoxyphène, qui est la substance active du médicament. Et donc, finalement, toute substance qui va pouvoir soit inhiber ou induire ces différentes enzymes vont pouvoir interagir avec le tamoxifène. Et donc finalement, donc on sait que certains antidépresseurs, comme notamment fluoxétine, paroxétine, etc., antiarythmiques, traitements antipaludéens, antifongiques, etc., donc ils sont des inhibiteurs puissants de la protéine 2D6, sont susceptibles d'interagir avec le tamoxifène. Et donc c'est des substances qui pourraient réduire l'efficacité du tamoxifène. Donc voilà, à éviter dans la mesure du possible. Le curcuma, donc il existe des études qui ont montré une baisse d'efficacité du tamoxifène, voilà, lorsque les patients étaient amenés à consommer du curcuma. Donc là encore, on parle d'une consommation qui dépasse l'usage culinaire habituel, hein, et pas une prise ponctuelle de curcuma. Le thé vert a aussi également été associé à une augmentation de la biodisponibilité du tamoxifène et donc potentiellement de sa toxicité. Voilà. Donc, par mesure de précaution, il convient d'être prudent avec toute substance qui pourrait avoir une activité sur la protéine 3 à 4 ou 2D6. Voilà, donc parmi lesquels on peut citer notamment le pamplemousse, réglisse, carambole, orange amer, etc. Pour ce qui est donc des notices de l'exémestane et du létrozole,
Donc, lorsqu'on les consulte, donc on apprend que l'exemestane est métabolisé entre autres là également par la protéine 3 à 4. Et donc, on va observer un risque de baisse d'efficacité de cette molécule lorsque cette molécule est associée à certains médicaments, donc notamment la rifampicine, certains anticonvulsiviants ou certaines préparations à base de millepertuis. Pour ce qui est du létrozole, donc le létrozole est une molécule métabolisée en partie par les protéines, enfin les cytochromes 2 à 6 et 3 à 4. Donc au niveau des notices du létrozole, il n'est pas indiqué de données précises sur les risques d'interaction médicamenteuse. Voilà, mais donc par mesure de précaution, voilà, il convient là encore de rester prudent avec toute substance susceptible d'avoir une activité sur la protéine 3 à 4 ou 2D6 et notamment certains aliments, pamplemousse, réglisse, carambole, orange amère, voilà, qui vont pouvoir agir sur ce cytochrome 3 à 4 et interagir avec le létrozole. Pour ce qui est de l'anastrozole, qui est une vieille molécule, la notice ne précise pas de risque d'interaction médicamenteux particulier. Voilà. Pour ce qui est des agonistes de la LHRH, donc, que l'on a cité tout à l'heure, goserelline, leproreline, triptorelline, il existe un risque cardiaque dans le cas d'une association avec certains médicaments qui sont connus pour allonger l'intervalle QT, donc au niveau de l'électrocardiogramme, et donc tout ça pouvant conduire à certains troubles du rythme. Voilà, donc ça sera notamment le cas dans le cas d'association avec certains antiarythmiques, certains antidépresseurs, antinauséeux, antibiotiques, etc. Et donc dans ces cas-là, la prudence s'impose et une surveillance est recommandée, voilà, avec différents électrocardiogrammes qui vont pouvoir être réalisés durant le traitement. Et donc là encore, donc voilà, on connaît bien les médicaments susceptibles d'allonger cet espace QT, mais il y a également certaines plantes qui pourraient allonger cet espace QT et donc pourraient finalement majorer ce risque cardiaque sous agoniste LHRH. Voilà, donc maintenant que je vous ai dit tout ça, je vous propose un petit quiz pour voir si les messages clés que j'ai essayé de diffuser sont bien passés. Alors, je vous invite voilà, à ne pas hésiter à répondre si vous avez la réponse. Donc, première citation. Donc, les produits qui sont présentés comme naturels sont moins à risque qu'un médicament. Alors, qu'est-ce que vous répondriez du coup à ceci? Est-ce que c'est vrai d'après vous? Est-ce que c'est faux? Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole. Alors, on a des réponses sur le chat qui disent non. Voilà. Voilà, la réponse est non. Donc effectivement, c'est tout à fait ça, hein. Et finalement, ça serait même plutôt l'inverse, parce que très souvent, ces produits qui sont présentés comme naturels ne sont pas des médicaments. Comme on l'a vu au tout départ, n'étant pas des médicaments, ils ne sont pas soumis à une obligation d'essai clinique, donc souvent peu étudiés, peu de données, et donc finalement potentiellement plus à risque d'interaction médicamenteuse qu'un produit qui serait moins naturel, mais pour lesquels il y aurait eu des essais cliniques et voilà, et ce risque d'interaction médicamenteuse serait mieux évalué. Est-ce que d'après vous, une patiente sous tamoxifène ne devrait jamais ajouter de curcuma dans le cadre de son alimentation? Alors, j'ai du faux, faux, faux. Voilà. Voilà, donc très bien. Donc effectivement, le curcuma pris de manière ponctuelle dans le cadre de l'alimentation n'est pas susceptible d'interférer avec les concentrations plasmatiques du tamoxifène. Par contre, effectivement, tout cela serait tout autre si jamais quelqu'un décidait d'en prendre voilà, à chaque repas, tous les jours, en grosse quantité, ou alors sous forme de compléments alimentaires. Là, potentiellement, il pourrait exister un risque d'interaction médicamenteuse avec le tamoxifène. Est-ce que d'après vous, il est recommandé à une patiente de signaler à son médecin et ou son pharmacien tout médicament, thérapie complémentaire qu'elle pourrait prendre avant d'instaurer une hormonothérapie, voilà, et ainsi que toute instauration qui pourrait avoir lieu durant le traitement? Les réponses sont majoritairement oui, 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 oui. Voilà.
Voilà, donc effectivement, voilà, si vous avez suivi un petit peu tout ce que je vous ai dit, il est important d'étudier avant de débuter une hormonothérapie le risque d'interaction médicamenteuse qui peut conduire soit à une augmentation de la toxicité de l'hormonothérapie ou alors à une perte d'efficacité de cette hormonothérapie. Voilà, donc c'est important d'évaluer ce risque avant l'hormonothérapie, puis durant l'hormonothérapie. Voilà, notamment si vous êtes amené à prendre certains produits en automédication ou autre, il est important de se poser la question d'une éventuelle interaction médicamenteuse voilà, au préalable. Est-ce que, à votre avis, les médicaments qui sont à éviter avec le tamoxifène le sont également avec le létrozole? Alors, il y a du non, pas forcément, pas tous. Alors, Non. c'est exactement ça. En fait, effectivement, il faut évaluer le risque d'interaction au cas par cas. Comme on l'a vu tout à l'heure, ces deux molécules ne vont pas présenter exactement le même métabolisme, donc c'est-à-dire le même mécanisme de dégradation dans l'organisme. Et donc, finalement, certaines substances vont être susceptibles d'interférer avec le tamoxifène et pas forcément avec le létrozole. Donc effectivement, tout ce qui a évité avec le tamoxifène ne l'est pas forcément avec le létrozole. Est-ce que d'après vous, un produit à base de plantes qui serait conseillé par une amie et pour lesquels il est indiqué sur Internet qu'il n'est associé à aucun risque peut être pris sans problème par une patiente sous hormonothérapie? Alors, majoritairement non, 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 non. Donc voilà, hein, bien sûr, voilà, ça rejoint un petit peu tout ce qu'on a dit jusqu'ici, hein, surtout donc tout ce qui est produit à base de plantes. Voilà, on n'aura pas forcément de données précises et voilà, il sera difficile d'évaluer ce risque d'interaction médicamenteuse. Donc toujours rester prudent si on a le souhait de prendre un produit à base de plantes alors que l'on est sous hormonothérapie. Et donc, juste pour finir, donc une patiente sous hormonothérapie peut consommer du soja qui contient des phytoœstrogènes occasionnellement. Oui, oui, oui. Voilà, donc là, c'était pour rappeler que effectivement, le soja pris avec parcimonie dans le cadre de l'alimentation ponctuellement ne pose pas de souci. Par contre, effectivement, ça ne sera pas le cas avec tout ce qui est complément alimentaire à base de soja ou alors de contenant différents phytoestrogènes. Voilà, donc mes messages clés donc, vont être que les médicaments et l'alimentation ne sont pas les seuls qui sont susceptibles d'interagir avec différentes substances actives comme l'hormonothérapie. Donc il est important de bien prendre en compte les différentes thérapies complémentaires. Ce n'est pas parce que c'est naturel que ça ne peut pas faire de mal. Donc si on détaille un petit peu au niveau des différentes thérapies complémentaires, donc pour ce qui est de l'homéopathie, donc en règle générale, il y a pas de gros risque d'interaction médicamenteuse, hein. Très souvent, la plupart des professionnels de santé considèrent qu'il n'y a aucun risque avec l'homéopathie pour des patientes qui seraient traitées par hormonothérapie. Pour d'autres professionnels de santé un peu plus prudents, voilà, ils considèrent qu'il n'y a pas de risque d'interaction pour certaines dilutions d'homéopathie. Pour ce qui est de la phytothérapie, donc peu de risque d'interaction lorsque cette phytothérapie est consommée sous forme de tisane, donc hormis tout ce qui va être à base de millepertuis. Voilà, dans la mesure où un intervalle de 2 heures est respecté entre le produit de phytothérapie et les autres médicaments. Par contre, donc là on parle bien de tisane, pour tout ce qui est gélules, extraits, teinture mère, ça sera plutôt déconseillé. Pour tout ce qui est compléments alimentaires, donc c'est plutôt des choses qui seront déconseillées. Donc là encore par manque de données. Et donc c'est vrai qu'il est plutôt recommandé de privilégier une alimentation équilibrée, voilà, plutôt que de faire appel à des compléments alimentaires, voilà, en l'absence de carences avérées. Et donc pour finir, pour tout ce qui est gémothérapie, aromathérapie, apithérapie, fleur de bac, tout ça, ce sont également des choses qui seront plutôt déconseillées, là encore par manque de données. Donc peu d'études scientifiques réalisées dans ce domaine, et donc voilà, la prudence s'impose. Donc important, c'est également de rappeler que le niveau d'interaction va dépendre de l'exposition. Donc il faut toujours prendre en compte la quantité consommée et la fréquence d'une supplémentation qui dépasserait l'usage culinaire habituel. Voilà, notamment le risque d'interaction sera beaucoup plus important avec les extraits standardisés titrés présents dans les compléments alimentaires et les phytomédicaments.
Et à contrario, une plante consommée lors d'un repas n'apporte en général pas assez de molécules actives pour pouvoir interagir avec un médicament. Voilà, donc au niveau de l'Institut Curie, donc on a mis en place des boîtes mail à destination des patients afin que l'ensemble des patients puissent éventuellement nous questionner sur le risque d'interaction médicamenteuse entre soit des médicaments, thérapies complémentaires ou autres qu'elles pourraient être amenées à consommer alors qu'elles sont actuellement traitées par hormonothérapie. Donc on a deux adresses de messagerie en fonction du site sur lequel vous êtes traité. Donc pour Saint-Cloud, il s'agira de pharmacie.consultation avec un s-sc@curie.fr et pour Paris, pharmacie.consultation, là encore avec un s@curie.fr. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos questions par mail sur ces boîtes mail et on essaiera de vous répondre le plus rapidement possible. Je finirai cette petite présentation en précisant que certaines médecines complémentaires telles que l'acupuncture, l'auriculothérapie peuvent être des bonnes alternatives à la phytothérapie et notamment présenter un intérêt dans la gestion de certains effets secondaires, notamment sous hormonothérapie. Et je pense qu'il est important également de rappeler qu'au-delà des interactions médicamenteuses, importance de l'observance à l'hormonothérapie pour s'assurer d'une bonne efficacité du traitement. Voilà, effectivement, il s'agit de traitements à prendre voilà, tous les jours sur des périodes longues. Donc, il n'est pas toujours évident voilà, de penser à poursuivre ce traitement, mais c'est important voilà, de continuer à prendre correctement ce traitement pour qu'il soit le plus efficace possible. Et donc, la prise de ces hormonothérapies pourra avoir lieu indépendamment des repas, donc au cours du repas ou en dehors, sauf pour l'exémestane, pour lesquels il sera plutôt recommandé de prendre cette molécule après les repas. Voilà, je vous remercie pour votre attention.